J'ai pris le téléphone et j'ai appelé et je me suis pris des milliers de portes. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout la bonne formule. La meilleure démarche, ça a été de rencontrer du monde. Aller dans tous les réseaux. Il y avait un truc à la CCI, une réunion, j'y allais. Il y avait un truc, des copines qui faisaient un truc, j'y allais. Partout où il y avait du monde que je ne connaissais pas, j'y allais. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Dans cet épisode, nous accueillons Delphine Bessé-Derinck, coach, formatrice et conférencière spécialisée en communication et langage corporel. Avec plus de 20 ans d'expérience, elle partage son parcours entrepreneurial et, surtout, comment elle a réussi à trouver ses premiers clients et à développer son activité. Delphine revient sur ses débuts et explique les stratégies qui lui ont permis de se faire connaître. Elle raconte comment elle a utilisé le réseautage pour créer des opportunités et créer de nouveaux clients tout en évoquant les erreurs qu'elle a pu commettre et les leçons qu'elle en a tirées. Elle nous livre également sa vision des réseaux sociaux et la manière dont elle les utilise pour entretenir ses relations et assurer la continuité de son activité. Si vous cherchez à attirer plus de clients, à vous démarquer et à pérenniser votre activité, cet épisode est une mine d'or. Delphine partage des conseils concrets et applicables immédiatement avec une énergie communicative qui vous donnera envie de passer à l'action. Eh bah, bienvenue Delphine dans ce podcast. Merci Aurélien. En tout cas, comment ça va ? Bien, avec le soleil, tout est nickel. C'est vrai que on aurait pu avoir un temps pas top parce qu'hier on a eu la pluie, mais là c'est vrai que je viens chez toi et on a le grand soleil, donc c'est génial. Ça c'est le smile power. En tout cas, écoute, merci. C'est toi qui m'avais contacté pour passer dans le podcast et je t'en remercie parce que t'as un parcours qui est super intéressant et j'ai hâte qu'on en parle, qu'on aborde les 3 parties avec toi. Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. Donc je suis Delphine Bessé-Derinck, j'ai 54 ans et demi. J'habite donc à Ustaritz et je bosse sur toute la France. Mon activité, elle se découpe en 3 parties. Je fais du coaching, de la formation, des conférences sur tout ce qui est autour de la communication. D'abord la communication avec soi-même, communication avec les autres et surtout l'aisance, le langage corporel dans toutes les connexions, que ce soit de la machine à café jusqu'au palais des congrès, quoi. Super, voilà. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça ? 21 ans, je suis plus à 1 an près. Oui, ça fait une bonne vingtaine d'années que j'ai démarré. Ouais. Et tu faisais ça dès le départ, c'est ce que tu as fait ou au départ c'était un peu différent et ça a évolué avec la vie, le temps Alors en fait, j'ai démarré en 2004, je travaillais dans une banque à l'époque et j'ai démarré en faisant 2 jours en restant dans la banque et 3 jours pour développer mon entreprise. Tu vois, c'était 2 jours d'alimentaire et 3 jours pour développer mon entreprise. Et le démarrage, j'ai fait une formation de coach professionnel. Donc, je voulais me lancer dans le coaching, mais en fait, j'ai fait de la formation. Parce que j'avais fait des formations de formateurs et tout ce qui va avec. En fait,
Donc, ça faisait plus d'une dizaine d'années que je travaillais dans la banque. Et ce que j'aimais dans la banque, c'était la relation avec les clients, mais pas tellement la vente des produits, en fait. Et des produits financiers, je veux dire. Et par hasard, bien que rien n'arrive par hasard, on est chez des copains, je retrouve une copine de maternelle et qui me dit, on est en 2004. Qu'on se remette bien en perspective. À l'époque, le coaching, c'était quasi inexistant. Et cette copine me dit, ouais, je suis coach, j'accompagne des dirigeants, des managers, des chefs d'entreprise pour qu'ils se sentent mieux dans leur métier. Et là, pow, j'ai eu une ampoule au-dessus de ma tête, quoi. Je me suis dit, mais c'est ça, accompagner les gens, quoi. Les aider, les soutenir, être là quand ils ont des questionnements. Et puis après, ça a été viscéral. Où j'ai fait les recherches. Les gens se disaient, même mon frère, il pensait que je rentrais dans une secte. Mon entreprise, quand je leur ai dit, j'ai demandé un fonds GESIF pour qu'on m'aide à faire la formation de coach, de PNL et plein d'autres formations. Même mon entreprise, je me suis battue parce que coach femme, on remet ça toujours il y a 20 ans, bien sûr. Pas simple. Du coup, j'ai continué, j'y suis allée pendant 1 an. Je ne sais pas comment j'ai fait. Bon, j'ai mon mari qui m'a toujours soutenue, mais qui avait déjà à l'époque une entreprise qui lui prenait beaucoup de temps. Donc, je partais tous les week-ends à Paris faire ma formation. J'avais des enfants de 5 et 7 ans. Je bossais la nuit après mon travail. Et je sais pas comment j'ai fait. Je crois que j'étais perché sur ce nuage tellement convaincu. Aujourd'hui, je me dis, mais je pourrais plus jamais le refaire, quoi. Après, parfois, il y a une force qu'on se découvre qui, peut-être on l'aura pas tout le temps, mais il y a des moments où cette force, on a besoin de l'avoir. C'est ça. Parce que sinon, on tiendra pas. Et toi, t'as eu cette force à ce moment-là, tu vois. C'est ça. C'est une force, une énergie. C'est vital. C'est là. C'est comme si elle était ressortie de mes racines et que je l'avais depuis toujours. J'avais 34 ans à l'époque. Je l'avais depuis 34 ans au fond de moi, quoi. Hein. Et de là, donc après ces formations et encore un hasard de la vie, je croise un ancien responsable formation de la banque où j'étais, qui était à la retraite. On est sur un marché à Évreux. À l'époque, j'étais en Normandie. Je lui raconte un peu ma vie. Et il me dit, mais Delphine, tu vas venir bosser avec moi? Ah bon? Mais t'es sûre? J'ai le niveau. Mais bien sûr que tu sais. Bien sûr que tu vas pouvoir transmettre. T'as toujours eu ce sourire et cette dynamique. Et du coup, il m'a lancé. J'ai fait avec lui mes premiers... C'était en quelle année, ça? Du coup, 2005. 2005, donc c'est quand même assez rapidement après que tu t'es lancé, quoi. 2004, 2005, peut-être 2005, 2006, enfin, tu vois, 6 mois après, quoi. Et grâce à lui, j'ai fait mes premières formations parce qu'en fait, comme on en parlait tout à l'heure, au départ, j'ai refait mes cartes de visite 4 fois. Tu vois, où je me disais non, je peux pas y aller, il me manque ça, il me manque nanana. Et à l'époque, on faisait pas les sites internet, c'était très à la marge, quoi. Mais c'était les cartes de visite et le flyer. Et grâce à ce monsieur, et aussi mon mari qui m'a dit un jour, bon écoute, tes cartes de visite là, c'est bon, elles sont bien, hein, il y a la couleur, elle est claire, c'est ok, donc t'arrêtes de te cacher derrière ton petit doigt, tu y vas. Bon d'accord. Et grâce à ces 2 personnes, j'ai plongé. De toute façon, si on plonge pas, on saura jamais si l'eau elle est fraîche. C'est sûr. Et donc du coup, tu te lances. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Alors derrière, je fais cette première formation, et ce qui est quand même important à dire, je fais cette première formation où Franklin, pour le nommer avec confiance en moi, me lance. Ça a été une catastrophe. Alors au niveau de la posture ça allait, mais j'avais pas anticipé le contenu, j'avais pas anticipé leurs questions, j'étais dans un état. Après c'était un tout début, donc au final ce qui est normal. Ben oui, et rassurant. Et heureusement, avec le recul, mais heureusement que j'ai pas réussi. Sinon je serais partie en disant je suis la meilleure de toutes. Non. Je suis rentrée, j'étais dévastée, j'ai appelé Franklin en disant j'arrête ce job. Et Franklin m'a dit non, c'est normal. Là, t'as compris. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour la deuxième? Et il m'a relancé sur une deuxième formation qui devait être 1 semaine plus tard. Et là, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma place. Et puis, bien sûr, en 20 ans, j'ai fait... Chaque année, je m'offre des formations différentes. Je me suis étoffée, mon costume s'est agrandi, épaissi, on va dire. Et au fur et à mesure... Mais
j'ai trouvé enfin, j'étais convaincue, effectivement, que c'était là où je voulais être, quoi. Donc là, c'est quand même une bénédiction, on va dire, de t'être planté au final, parce que c'est comme ça que tu t'es rendu compte de tes lacunes, de ce qui n'allait pas, et donc du coup de ce qu'il fallait aussi travailler au final. Complètement. Et ce qu'il fallait travailler, ce qu'il fallait persévérer et ce qu'il fallait garder aussi dans les trois concepts. Ça permet de comprendre toutes les lacunes ou tous les besoins qu'on doit développer, et puis aussi tous les bons axes que l'on a intrinsèquement, et puis dans lesquels on se sent à l'aise. Et ça m'a aussi permis de comprendre que, en fait, logiquement, bien sûr, comme je sortais de la banque, je me suis dit, je vais être formatrice pour les banquiers, pour les assureurs, et sur tout ce qui est produits bancaires. Et en fait, c'est là où j'ai compris que, mais pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux, c'est la communication, que ce soit dans la banque, dans l'industrie, dans le tertiaire. Et c'est là. C'est vraiment l'aspect communication. Voilà. Quoi. En fait, mon premier plantage m'a tout de suite mis en tête, c'est pas les produits que je veux, c'est l'humain. Et c'est pour ça qu'en plus, j'avais eu l'ampoule. C'est que c'était avec l'humain. Donc, lâche et sors de ta zone de confort, en fait. Et c'est ce qui m'a fait du bien. Enfin, ça n'a pas été facile, mais de sortir de cette zone de confort, parce que c'est toujours rassurant de faire ce qu'on a fait depuis 10 ans, 15 ans. Et là, du coup, j'ai fait beaucoup de temps de préparation, parce qu'une formation ou un coaching ou une conférence, ça demande de l'ingénierie pédagogique en amont. Donc, à force, j'ai travaillé là-dessus. Et puis, maintenant... C'est quoi les challenges que tu as vécus, justement, qui font que tu es sorti de ta zone de confort? C'est quoi ces challenges? Ces difficultés, ces peurs? Les premiers challenges, ça a été, et aujourd'hui je le vois avec tellement de bienveillance et d'amusement, c'était comme quand j'accompagne des clients qui me disent « Ouais, mais dès qu'il y a plus de 3 personnes, ça a été ça mes premiers challenges. Ouais, ils sont 8 dans la salle. Et aujourd'hui, moi, c'est « Waouh, ils sont que 500 !» C'est ça. La perception est plus la même, quoi. Exactement. Donc, ces premiers challenges, ça a été de dire, on n'est plus en one-to-one et je suis face à un groupe. En fait, comme je le dis avec mes clients, quand tu es avec des personnes, à partir du moment où tu communiques et qu'il y a plus de 2 personnes, tu te mets un poil. Et ça, c'est un vrai challenge, quoi. Et un autre challenge, ça a été ma concentration justement sur ma préparation pédagogique, comme j'en parlais tout à l'heure. Parce que pour moi, être dans la dynamique de communication, être après en salle avec quelqu'un ou sur scène, c'est facile. Oui, mais derrière, ça c'est la petite face qu'on voit de l'iceberg, et en dessous, tu passes des heures. Et là aussi, ça a été un gros challenge d'être capable de rester 4 heures, 8 heures à me préparer, à structurer, à préparer aussi des supports. Et ça a été peut-être le plus difficile de me discipliner dans ce genre de choses. Parce que quand tu prépares une intervention, j'en sais rien, devant plusieurs centaines de personnes, c'est, on va dire, pour une intervention d'1 heure, c'est combien si tu pars de 0, on va dire, c'est combien de temps de préparation en amont? Beaucoup. Oui, parce que puis aujourd'hui je suis un peu plus aguerrie, donc j'ai des automatismes. Mais les premières fois, ça pouvait être 3 jours. Ok. D'accord. 3 jours. Alors je dormais entre 2 et je mangeais, mais tu vois, de 3 journées de 7-8 heures. Aujourd'hui, peut-être quand 2-3 demi-journées. Et puis maintenant, j'ai beaucoup je réfléchis. J'intellectualise, tout se passe beaucoup comme ça chez moi. Tu vois, j'ai une espèce de mind map là qui passe des heures. Celle-là, je les compte pas, mais ça va être en voiture, ça va être, je vais me promener en bord d'océan, et là, ça mouline. Bon, puis après, Alors qu'à l'époque, j'étais des heures comme ça, comme un écrivain en fait devant sa page blanche, quoi. Et ça a été très constructif, et ça m'a beaucoup apporté en maturité. Vraiment maturité intellectuelle et comportementale et posturale d'ailleurs, plutôt que de partir tout feu tout flamme. C'est une des bases de la communication. Alors j'ai une question, ça a été quoi la plus grosse conférence? C'était quoi la conférence que toi, la plus grosse qui t'a le plus marqué, tu vois, où ça a vraiment peut-être fait un impact chez toi? Alors la plus grosse, je sais pas, parce que je pense que je suis pas encore au bout. En tout cas, celle qui m'a le plus marqué, parce qu'en plus, elle était dans mes démarrages.
ça a été une de mes premières. Ok. Ça a été un TEDx. Ok. Un TEDx à Ah, toi, t'as dit que tu l'as fait dans tes démarrages. Oui. Incroyable. Ok. un TEDx à Biarritz Ok. d'ailleurs. Qui Sur est animé par Caroline, c'est ça? oui, Voilà. exactement, exactement. Et c'était en 2011, Ouais. je crois, ou quelque chose comme ça. Donc double challenge, conférence, TEDx, Ouais. avec un format bien structuré, là aussi, tu vois, 18 minutes. Donc c'était, ça a été, enfin tu vois, c'est ça. Quand j'en parle, ça me coupe le souffle parce que déjà c'était un honneur que d'être convié à ce genre de choses. Ah, c'est chouette. C'est un événement international qui réunit tellement de richesses. Et puis, un honneur de voir ces gens-là, enfin, ces spectateurs contribuer à la grandeur de l'événement, applaudir. Enfin, voilà, la plus grande, je ne sais pas si c'est la plus grande en termes de présence, mais ça a été une plus grande parce qu'elle a une dimension et une visibilité sur tous les réseaux, quoi. Bah, de toute façon, TEDx, c'est pas rien, tu vois. Enfin, quand tu vois un TEDx, tu dis waouh, tu vois, et c'est vraiment de se dire, tiens, TEDx, quoi. C'est un TEDx, quoi. C'est ça. Après, en 2004, l'année dernière, oui, puisqu'on est en 2025, donc fin 2024, je suis allée faire des conférences au Palais des Congrès. Bon, là aussi, hein, c'est quand même un endroit, t'es toute petite dans tous ces étages, quoi. Et là aussi, c'est une grande dimension. Chaque conférence, chaque formation est intéressante, mais on se souvient souvent de la première. Ouais, bien sûr. Et est-ce que le fait de faire des conférences, est-ce que ça t'a ouvert des portes dont tu ne pouvais pas t'imaginer? Oui, mais je dirais ce sont des portes qui m'ont amené vers des conférences. Ok, Tu vois ? d'accord, ok. Oui, c'est plus à travers des clients dans des coachings, des formations et surtout le réseau qui m'ont amené à des conférences. Ok. Du coup, ensuite, les conférences me rapportent du client. Parce qu'ils Oui, bien m'identifient, sûr. Oui. tout comme la publication de mon livre, le fait d'avoir le livre, on m'appelle parce qu'on m'a vu comme ça. Les conférences me donnent de la visibilité. Mais c'est ce qui m'amène vers les conférences, en fait, Ouais, ok. qui m'apporte beaucoup de choses. Alors moi, du coup, j'ai une question. Pourquoi au départ la banque? Pourquoi au départ la banque? Alors que justement, tout le contraire de ce que j'étais. Je suis rentrée à la banque, j'avais 22 ans. Ma sœur travaillait dans cette même banque. Ok. Donc, en toute logique, je vais faire comme ma grande sœur. Et puis, à l'époque, waouh, c'est vachement classe de rentrer dans une banque, c'est structuré. Il y a plein d'avantages, des avantages sociaux, salariales, etc. C'est hyper confortable. Et puis, dans l'injonction de la société, et puis même dans ma famille. Être à la banque, c'est waouh, c'est super. Et d'ailleurs, quand j'ai dit en 2004, après 13 ans dans la banque, Ciao. waouh, je me souviens de toute ma famille, de mon père. Ma mère n'était plus de ce monde, mais mon père, tu vas quand même pas quitter ce travail. Mais tu te rends compte de ce que tu vas faire. Et là, mais j'étais tellement convaincue que je leur disais, mais si. Bon, j'ai pas beaucoup gagné ma vie au départ, effectivement. Même mon premier manager m'avait dit, tu sais, tu n'y arriveras jamais. Partir de la banque, ça va être impossible pour toi. Aujourd'hui, j'ai envie de lui faire... Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un peu le discours que tu as souvent, parce que toi, t'oses aller vers ce sur qui te fait kiffer, un projet qui te fait vibrer. Et en fait, je pense que ces gens-là ont aussi envie des projets qui les font vibrer, mais ils osent pas passer le cap. Donc c'est plus facile de dire tu vas te planter que tu sais quoi, vas-y, ouais, je crois en toi parce que moi aussi j'ai un projet, moi j'ose pas, mais toi tu le fais, donc franchement vas-y. Exactement, parce qu'en fait, quand tu remarques bien ce que te disent les gens, les autres, l'environnement, l'entourage, ils te transmettent leur peur. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand ils te disent ouais, tu vas pas y arriver, c'est parce que eux-mêmes ont peur d'avoir des projets et ont peur de se planter. Donc d'être capable de sortir de ça et de se dire ok, je te laisse, c'est ta propre peur. Bon, j'avais pas toute cette pensée à l'époque, mais bien sûr, c'est j'y vais. J'étais plus rebelle, mais laissez-moi, je vais y arriver. Aujourd'hui, je suis capable de dire ok, je comprends. C'est ta peur, elle m'appartient pas. Moi, je vais vivre avec mes propres peurs et je vais faire au mieux. Mais c'est ça, oser, mais waouh, c'est un des plus beaux mots de 4 lettres, quoi. Oser, waouh. Et j'ai une question, justement, tu t'en as parlé.
tu disais au départ, financièrement, voilà, ça a été pas... Et moi, je pense que je suis dans cette phase-là, tu vois. Et il t'a fallu combien de temps entre le moment où tu t'es lancé et où tu t'es dit, bah là, moi, je me sens financièrement bien, tu vois? Alors, je vais revenir sur un point. J'ai démarré en 2004. Il m'a fallu, et je vais te répondre ensuite, il m'a fallu 2 ans. Je commençais à bien m'installer et en 2009, on a déménagé au Pays Basque où j'ai redémarré de zéro. Donc 2 fois, j'ai fait le même exercice. Et en fait, il faut 2 années pour commencer à pérenniser. La première année, tu sèmes. Tu sèmes, voire tu sèmes toi-même. Mais tu plantes les graines, c'est-à-dire rencontrer du monde, développer des réseaux, aller à des petits déjeuners où tu t'emmerdes, mais c'est pas grave, tu vois du monde. Enfin, c'est vraiment, tu sèmes. Et puis, tu te forges. La deuxième année, ça y est, ça grandit un peu. Même toi, tu grandis dans ta démarche professionnelle. Et la troisième année, on te reconnaît, on t'appelle, voire même tu dis « Ah bon ? Vous m'appelez ?» Mais il faut 2 ans. 18 mois, 2 ans. Je pense que c'est important de conscientiser ça, parce que je vois plein de gens qui se lancent parce qu'ils disent « Ouais, j'ai ce projet-là, mais est-ce que tu es prêt à vivre ça, qu'au départ, tu gagneras pas ou peu d'argent, et il faut l'accepter ?» C'est ça. J'avais même provisionné un petit pécule, pour parler à l'ancienne, en sachant que mes 2 premières années, je gagnerais, on va dire, je gagnerais pas ma vie, quoi. Et sûr. Pareil, quand on est arrivé au Pays Basque, quoi. Dans les premiers temps, je gagnais, enfin, peu importe combien, mais j'avais provisionné un pécule pour me dire, ça nous permet quand même de pas être complètement étouffé, parce que de se lancer sans 0 €, ça rentre dans une précarité. Et du coup aussi dans un système de dépression. Alors que quand tu crées ton entreprise, l'énergie, il faut pas mentir, hein, il y a des hauts, il y a des bas, même au bout de 20 ans. Hein, chaque 1er janvier, moi j'ai le bas de mon chiffre d'affaires, il est à 0, est-ce que je vais y arriver, quoi, hein. Mais au départ, il faut accepter qu'il va y avoir des hauts et des bas, et quand en plus tu as 0 € sur ton compte, c'est difficile. Et du coup, la façon dont on va se vendre, elle va être complètement différente. Quand tu sais que tu as un petit peu de sous qui vont te permettre de payer ton caddie, ok, tu vas te vendre avec l'énergie. Alors que quand tu as 0 €, tu vas te vendre en disant « S'il vous plaît, prenez-moi parce que j'ai besoin de manger ». Et la personne qui te reçoit en face, elle le ressent. Et du coup, elle n'a pas envie de ta dynamique de précarité, elle veut ta dynamique de chef d'entreprise qui va lui apporter de la valeur ajoutée, un plus. Alors, c'est là le côté smile power, quoi. Hein. Il faut bien sûr. le sourire du matin, quoi. Bon, ok, bah super. Bah écoute, on va passer maintenant à la deuxième partie. Oui. Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête des clients. Et bien maintenant, on passe à la deuxième partie. L'idée, c'est vraiment de voir comment toi, tu as trouvé tes clients quand tu t'es lancé. Maintenant, est-ce que c'était différent à l'époque? Ça a quoi été tes difficultés? C'est vraiment le cœur du podcast, c'est de savoir un petit peu comment toi, t'as fait. Donc, j'ai envie de te poser cette question. Quand tu t'es lancé, c'est quoi que t'as fait qui était bon ou pas bon, hein, mais tu t'es dit, ok, je fais ça pour trouver mes clients. Peut-être que tu t'es dit, comme moi j'ai pu faire, c'est tu t'es focalisé peut-être sur les mauvaises choses. Voilà, dis-nous tout un peu quand tu t'es lancé, comment t'as fait? Alors, il y a 20 ans, j'étais une commerciale dans le milieu bancaire, donc la démarche de prendre le téléphone ou de rencontrer les gens ne me faisait pas peur. Ok. Mais. Il y a le mais. Mais il est plus facile d'appeler sous l'enseigne d'une banque. Bonjour, je suis Delphine de la société machin, que quand tu dois te vendre toi. Ouais, bien et de sûr. dire bonjour, je suis Delphine et c'est moi. Et là, c'était plus compliqué. Ok. Donc à l'époque, j'aime bien le à l'époque, mais il y a 20 ans, comme je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de site internet. Il fallait vraiment que ce soit moi. J'étais ma seule et unique vitrine. Donc j'ai commencé à récupérer des listes d'entreprises de la région. Et puis j'ai pris le téléphone et nanana, j'ai appelé et je me suis pris des milliers de portes. Il y a plein de gens qui ont peur justement de faire ça parce qu'ils ont peur de se prendre des tollés. Et c'est normal en fait. Oui. Ouais, voilà. Ça fait mal, hein.
Oui, Quand j'imagine. tu démarres le matin, t'es pleine bourre, tu te dis ok, 10h, 11h, midi, toujours pas de porte qui s'ouvre. C'est vrai que du coup, pour ceux qui font de la prospection téléphonique, Ouais. je conseille de le faire en session de 2 heures Ok. maxi. Parce que tu t'en prends déjà plein la face et puis après tu fais quelque chose de plus souriant et de plus agréable. J'ai fait l'erreur de faire des journées entières de téléphone. Oh, ça a été d'une souffrance incroyable, quoi. Parce que du coup, le dernier appel, c'est moi, je crois que vous n'allez pas avoir envie de moi. Enfin, toi, t'as plus l'énergie Ouais, bien positive, sûr. quoi. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout la bonne formule. Ok. Moi, j'arrivais, personne me connaissait. J'étais à peine, enfin, je me sentais moi-même à peine légitime. Ouais. Et encore aujourd'hui, la meilleure démarche, ça a été de rencontrer du monde. Aller dans tous les réseaux. Alors, à l'époque, les réseaux étaient peut-être moins formalisés qu'aujourd'hui, les after-work, etc. Mais il y avait un truc à la CCI, une réunion, j'y allais. Il y avait un truc des copines qui faisaient un truc, j'y allais. Partout où il y avait du monde que je ne connaissais pas, Ok. j'y allais. Mais pas des réunions de formateurs, pas des réunions de coach, ça existait à peine, surtout en Normandie. C'était partout où je pouvais rencontrer des entrepreneurs, j'y allais. Alors effectivement, je rencontrais pas spécialement des gens intéressants ou ni même surtout intéressés. Le principe, c'était de s'habituer à faire son pitch. Je suis qui? Je fais quoi? Qu'est-ce que je peux apporter? Et mon objectif, et depuis 20 ans, c'est toujours le même. Où que j'aille, mon objectif, c'est de distribuer entre 1 et 3 cartes de visite. Ok, d'accord. Si je n'ai pas distribué au moins une carte de visite... Tu ne pars pas. Exactement, exactement. Alors maintenant, c'est beaucoup plus facile. J'ai même plus de carte de visite. C'est un QR code, tu flashes, clac. Mais c'est le même... Enfin, on est dans le même mode opératoire, quoi. Si je ne donne pas de carte de visite, c'est que j'ai pas fait le job. Je vais pas chercher du client. Je vais rencontrer pour qu'une personne me repère, parce qu'en plus, je suis vraiment dans la connexion de la communication, mais on retient quelqu'un dans sa mémoire si on lui a serré la main, si on lui a parlé, parce qu'on a créé quelque chose d'émotionnel. Ouais, bien sûr. Si c'est un mail, si c'est un appel téléphonique, c'est beaucoup plus fugace. Dès qu'il y a une vraie connexion humaine, tu retiens mieux la personne, quoi. Parce qu'on se sent. Ouais, bien sûr. On se renifle, hein, nous ne sommes que de simples mammifères et c'est comme ça qu'on crée la connexion. Donc à partir du moment où j'ai créé la connexion en transmettant mes coordonnées ou en prenant les coordonnées de l'autre personne, j'ai semé une graine. Et ça, c'est ce qui m'a toujours réussi, pas à 100%, mais c'est ce qui m'a toujours ouvert des portes. Parfois 1 an après, hein. Je me souviens avoir rencontré quelqu'un à un repas de Noël de l'entreprise de mon mari. Je donne ma carte, comme ça, délibérément. 1 an après, elle m'appelle pour sa boîte en me disant « J'ai besoin d'une formatrice ». Ah oui, ok. Mais ce n'était qu'un petit bout de carton qui a fait la différence. Même aux fêtes de Bayonne et aux fêtes de Pampelune, hein, j'ai toujours des cartes de visite. Ah ouais, ah là là. Tout le temps. Parce que, en plus, je bois pas, donc je suis très sobre quand je parle aux gens. Il faut faire attention au moment où tu leur donnes. Oui. S'ils sont un peu trop éméchés, c'est plus bon moment. Il vaut mieux que ce soit le début de l'après-midi. Ouais. Mais tu peux toujours rencontrer quelqu'un. Ouais, bien sûr. Et la deuxième démarche, c'est OK, je vais dans plein de réseaux, plein de rencontres possibles et ne pas avoir d'a priori, tu sais, cette espèce de côté... enlève le gyrophare, c'est-à-dire tu vois quelqu'un, tu lui mets un gyrophare en disant lui il va m'apporter ça. Non, tu sais pas. Neutre, ouvert, tu vas voir quelqu'un, tu discutes et surtout, tu es curieux. La curiosité, c'est ma démarche de réussite dans ma prospection. Même pas dans ma prospection, dans ma démarche pour développer mon activité. Ne pas aller en parlant de soi, mais s'intéresser à l'autre. Alors, j'insiste bien, s'intéresser vraiment à l'autre. La personne, même si elle te parle qu'elle fait des tableaux en allumettes, tu vois la ref, ok, on s'intéresse. Et peut-être que de là, elle va me donner une idée ou elle va me parler de quelqu'un qui pourrait être intéressant. Mais être curieux, ouvert, ça... La carte de visite, le réseau, la curiosité et les choses, la ramification, elle se fait toute seule. Mais plus on est dans je dois, il faut, plus c'est difficile. Et accepter aussi que ça va mettre du temps. C'est pas parce qu'on va dans un réseau qu'on donne sa carte
qu'on doit faire le taf dès le lendemain. On en revient à ce qu'on a abordé tout à l'heure, se laisser le temps de développer, de semer et de grandir. Et je le vois encore plus maintenant avec mes 20 années de recul. Chaque année, bien sûr, il faut, comme j'ai pas de fidélisation, il faut que je renouvelle mon vivier de clientèle. Et chaque année, la démarche, elle reste la même. Alors évidemment, je suis plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais c'est la même démarche. On discute, on voit. Alors il y a des personnes où tu te dis non. Celles-là, elles vont pas. Je veux pas qu'elles parlent de moi parce qu'il y a des lentilles prescripteurs qui vont peut-être pas être une bonne vitrine pour toi. Mais tout le monde a une possibilité pour t'ouvrir une porte. Donc, et plus tu vas dans des réseaux qui n'ont rien à voir avec ton entreprise, plus tu ouvres ta culture, plus tu ouvres ton champ des possibles. Parce que il m'arrive d'aller effectivement dans des réseaux de formateurs, mais on est dans l'entre-soi. Oui, c'est bien super, sûr. on se connaît entre nous, on partage nos idées, mais c'est pas ça qui déploie le plus. Pour la petite anecdote, pour ma maman qui fait... alors maman est à la retraite, mais elle s'est mise à faire à son compte du Reiki, du magnétisme. Et en fait, elle était que dans des réseaux de thérapeutes. Et je lui ai dit, tu sais quoi, je vais t'emmener dans les événements French Tech, au connecteur, donc des trucs qui n'ont rien à voir avec elle. Et en fait, elle a fait des super connexions. Il y a beaucoup moins de profils comme ça qui viennent. Et du coup, complètement différents. Et au final, elle a fait des super connexions, tu vois. Et donc, ça revient exactement à ce que tu dis, quoi. Sortir un peu de sa zone de confort, quoi. Toujours pareil. Voilà, parce que c'est confortable d'être entre consoeurs ou confrères. Et encore que beaucoup, quel que soit le milieu dans lequel tu es avec tes consoeurs ou tes confrères, tout le monde ne comprend pas qu'on est là pour être des partenaires. Il y en a qui pensent que tu es une concurrente ou un concurrent. Et ça, c'est pas l'énergie que je veux déployer. Moi, j'ai des consoeurs et des confrères à qui on fait des super projets ensemble. C'est ça, exactement. Et les autres, comme tu dis, la French Tech, d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Parce que on se serait jamais croisés dans un autre réseau. Tu vois, si c'était vidéaste ou formateur, on se serait jamais croisés. Au contraire, allons là, il faut sortir de sa zone. C'est douloureux au départ. Ah oui. On est mal à l'aise, mais plus on fait, c'est comme un plat, plus on le goûte, plus on l'apprécie et plus on le teste et plus on trouve le bon axe pour se déployer. Ouais, c'est ça se fait petit à petit. Au départ, si t'oses pas y aller, peut-être trouver un ami, peut-être qu'il n'y a rien à voir, mais juste viens avec moi. C'est ça. Et puis après, tu vas prendre la confiance, puis tu vas te sentir prêt d'y aller tout seul, et après, tu te sens de plus en plus en confiance, et parfois, tu vas aller dans des réseaux, on va dire, où au départ, tu te sentais peut-être pas à ta place, tu vois, mais il y a des réseaux, au départ, je me sentais pas trop à ma place. Aujourd'hui, je me sens clairement à ma place, parce que petit à petit, tu prends la confiance, t'habitues, on va dire, au genre de personnes qu'il y a et tout ça, donc ça devient un peu la norme, et c'est petit à petit comme ça monter sa norme pour que ça devienne OK. Oui. Comme tu dis, tu t'habitues, tu sais, comme tout animal que nous sommes, tout de suite c'est la peur. Tu vois, attention, il y a peut-être un prédateur à côté, et puis après tu te rends compte qu'en fait il n'y a pas des prédateurs, tout le monde est un peu dans le même état d'esprit que toi, en se disant bon, on est comme des imbéciles là tout seul, et du coup toujours pareil, on ose, on va vers quelqu'un. Bon, alors la première question, je fais des formations là-dessus. Comment trouver la bonne posture dans les réseaux ? La première question, quand on me dit « Ouais, mais je parle de quoi ?» Je sais pas. Tu te dis « Tiens, la table, c'est une jolie matière de bois » ou le soleil. L'avantage en France, c'est que la météo, c'est un grand sujet. Tu parles de n'importe quoi. Et puis, une fois que tu as ouvert la communication... Après, ça part tout seul, quoi. Et puis, il y a la question facile de « Et toi, pourquoi t'es venu là ?» Voilà. Oui, c'est fait. Voilà. Un autre critère aussi dans les réseaux qui parfois peut être difficile, c'est que quand tu te connectes, t'es en train de communiquer avec une personne, c'est de pas rester toute la soirée accroché, parce que parfois t'en as qui t'accrochent à la jambe. Ouais. Et c'est très bien, mais du coup, mon objectif de distribuer 3/4 de visite, je le remplis pas, quoi. Ouais. Donc c'est aussi de se dire, ok, combien de temps de communication, de conversation je me donne avec la personne. Ouais. Donc tu vois, 10 minutes, et puis d'oser dire, je vais aller voir d'autres personnes, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure, parce que sinon, si ça sert à rien d'être en réseau, autant se voir dans un café, quoi.
Et ça ouvre la curiosité. Alors du coup, tu disais, donc tu as commencé avec donc, les appels. Oui. Au final, tu t'es rendu compte que c'était pas trop ce qui te correspondait parce que très énergivore Oui. et de se prendre plusieurs fermetures. Donc tu as changé un peu ta stratégie. Donc tu t'es dit du réseautage, événement de réseautage, donc objectif donné 3 cartes de visite. Et c'est quoi les étapes d'après? Est-ce que voilà, tu vois, tu donnes les cartes de visite, tu dis je m'arrête là. Ou il y a des étapes après, tu vois? Alors oui, c'est la carte de visite, prendre les coordonnées et là, ensuite, je passais les appels. Et on s'est vu la semaine dernière, vous m'avez dit que je pouvais vous rappeler ou tu m'avais donné les coordonnées de ton pote qui a une entreprise et là, tu peux y aller. Parce qu'il y a un premier verrou qui est fait. Alors les personnes ne sont pas toujours d'accord. Oui, tu l'appelles, mais tu dis pas que c'est de ma part. D'accord. Mais au moins, comme il y a eu une promesse quand on donne la carte de visite ou quand on prend les coordonnées, bien sûr, j'ai oublié de le dire, bien sûr, c'est de dire on se rappelle, je te rappelle. Et surtout, rappeler dans les 8 jours. 8 jours, pas le lendemain, c'est un peu oppressant. Dans les 8 jours, si la personne ne rappelle pas, on rappelle 8 jours après. Bon, ouais. Et après, bon, faut pas être. Aujourd'hui, il y a tellement de moyens, le WhatsApp. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est quand j'ai les coordonnées, j'envoie un petit message, comme quand je rentre de chez des amis. Merci pour cette rencontre. On se rappelle la semaine prochaine pour un café, ou je te rappelle la semaine prochaine pour les coordonnées de ton beau-frère. Mais je renvoie toujours un message. Ouais. Déjà, c'est poli. Après, j'intègre mon lien Linktree, où on voit mon site internet, mon livre, ma chaîne YouTube, enfin toutes les activités qui me correspondent. Et comme ça, la personne, elle a une traçabilité de moi, à la fois pour se souvenir de qui je suis, et puis si dans un mois, elle se dit « Ah putain, j'ai rencontré une dame », hop, elle a... Ouais, bien sûr, c'est intéressant. Tout le lien de mon activité. Peut-être qu'elle me rappellera jamais, peut-être qu'elle répondra pas à mon message, parce qu'on voit aussi en soirée réseau. Oui, c'est comme quand tu repars de vacances. Tout le monde veut s'écrire une carte postale et puis on s'oublie. Mais au moins, elle a une trace. Ouais, bien sûr. Elle a juste une trace de moi, c'est tout. C'est ça que j'attendais de voir. Est-ce que tu t'arrêtes juste à t'as connecté avec les gens à une soirée, tu t'arrêtes là? Mais en fait, non, c'est... Je vois tellement de gens qui disaient je suis parti à un événement de réseautage, j'ai pas eu de clients. Mais c'est normal, tu n'auras jamais de clients derrière un événement de réseautage. C'est derrière la connexion que tu vas faire derrière qui là potentiellement peut t'amener déjà une connexion un peu plus profonde en allant boire un café, en apprenant à se connaître les uns les autres. Et c'est là que potentiellement il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Mais en effet, derrière un événement de réseautage, faut pas s'attendre à trouver des clients. Non, l'événement de réseautage, tu mets l'hameçon. Ouais, c'est ça. Voilà, mais tu sais pas quel poisson tu vas avoir. C'est peut-être le poisson qui va te permettre d'avoir un plus gros poisson. Ouais. Tu sais pas. C'est juste, voilà, c'est pas là où tu vas faire du chiffre. Tu fais juste de la rencontre. Et effectivement, derrière, il y a le message, l'activité, le café, ou parfois je propose une visio. Ouais. En tout cas, je ne lâche pas. Et justement, question... non, c'est pas une question, je trouve ça intéressant parce que du coup, tu as connecté avec les gens et tu leur envoies ce message. Et derrière, le fait d'envoyer le lien Linktree où ils peuvent te suivre sur les réseaux sociaux, et ça va faire un pont avec ce que je voulais te passer derrière, c'est qu'ils peuvent te suivre son activité ensuite sur les réseaux. Donc tu restes en arrière-plan chez eux et je trouve que c'est vachement bien. Et justement, qu'est-ce que tu fais justement sur les réseaux sociaux pour être active? Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que tu publies du contenu? Tu vois, on a parlé de l'aspect vraiment humain, physique. Et qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Oui, alors les réseaux, je sais qu'on me dit tu dois être sur un seul réseau. Sauf que ma cible, elle est très variée. Okay. Je bosse autant avec les gens qui vont suivre sur LinkedIn. J'ai un gros réseau de clients dans le médical. Donc eux, ils vont être sur Facebook. Okay. Parce qu'ils ont un certain âge, enfin en tout cas c'est pas des trentenaires, et j'ai aussi des jeunes entrepreneurs qui sont sur Instagram. Donc mes 3 réseaux sont LinkedIn, Facebook et Instagram. Ok. Voilà ma stratégie, parce qu'au départ on m'avait donné plein de consignes, plein de contraintes, et ça m'a mis dans une pression énorme. Du coup j'ai fait ma propre stratégie. Je publie les mêmes choses sur les 3 réseaux avec le même format. Oui, oui, on va me dire c'est bien, c'est pas bien, c'est ma stratégie. Moi, ça me rapporte pas spécialement de nouveaux clients, mais ça me permet d'être toujours visible et toujours présent. Bien sûr. Voilà, ils me voient. Et je trouve que c'est hyper pertinent parce que
Le but, c'est pas d'y passer non plus des heures, c'est d'optimiser. Et moi, je trouve que et moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que j'optimise tout ce que je fais pour pas y avoir à y passer 10 000 ans. Quitte à ce que ce soit pas le format parfait, mais au moins tu publies, au moins les gens peuvent te voir. Et je trouve que c'est le plus important. Moi, tout ce que je fais, il faut que ça me fasse plaisir. Ouais, à partir du moment où je commence à pleurer de l'intérieur, c'est que c'est pas bon. Et c'est pour ça que j'ai choisi donc ces 3 réseaux. Toutes les semaines, tous les lundis. Alors, tous les lundis, là, cette année, c'est fréquence Smile Power, une onde positive chaque semaine. Tous les lundis, je poste une phrase avec un petit passage qui correspond à mon expérience de vie, où l'optimisme, la positivité m'a aidé à passer un cap. Donc ça, c'est chaque lundi, ça se poste automatiquement. Maintenant, j'essaie au mieux chaque semaine, ou au moins chaque semaine, de faire un post en fin de semaine plutôt sur là où je suis, ou un partage là comme aujourd'hui la vidéo, ou un client comment je l'ai aidé, voilà, une anecdote de mon quotidien. Et je vais tenter avec toi de faire une vidéo toutes les semaines plus professionnalisée. J'en fais régulièrement des vidéos, mais ça me prend beaucoup de temps et du coup, comme ça me fait pas toujours plaisir, je la mets sous le tapis. Donc, je voudrais l'automatiser et avoir une vidéo par semaine. Mais c'est ça. Et justement, l'aspect vidéo, c'est ce que je dis, c'est que si c'est bien organisé, bien préparé, ça peut ne prendre pas beaucoup de temps. En tout cas, pour la partie tournage, on est parti sur des idées d'une vidéo d'1 minute. Oui. On peut en faire 10, 15, 20 sur une même journée. Oui. Tu vois, après, ça dépend de l'énergie de chacun. Tout le monde n'aura peut-être pas l'énergie de pouvoir tenir autant de vidéos. Donc, ça dépend de chacun. Mais même si tu fais ne serait-ce que 5 vidéos, ça te fait 5 semaines de contenu, tu vois. Et tu dis toutes les 5 semaines, tu renouvelles et là, t'optimises, tu vois. Complètement. J'optimise et puis je suis dans l'énergie. Allez, on est dans la vibe de la vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis dans la dynamique plutôt que de faire une vidéo de temps en temps où c'est là ce qui est difficile pour moi. De me dire, bon, allez, c'est ce matin, j'y vais, je fais... Non, j'arrive pas à trouver ce qui me stimule et ce qui me motive. Alors que si on fait un buffet de vidéos, je sais qu'elles seront beaucoup plus performantes, quoi. Et donc, pour synthétiser, parce que ça, on a bientôt fini cette deuxième partie, donc tu as, toi, pour trouver tes clients, grosso modo, tu as fait beaucoup de réseautage. Alors, vous entendez le chien. Donc, tu as fait pas mal de réseautage, pas dans le but forcément au départ de trouver des clients, mais vraiment de connecter. Donc 3 personnes, dès que tu veux un événement, donner 3 cartes de visite à 3 personnes différentes. Derrière, petit message pour les remercier de l'échange. Derrière, sous 8 jours, tu essaies de recréer un autre contact, visio, en présentiel, téléphonique. Et après, ces gens-là, l'idée aussi, c'est qu'ils puissent te voir sur les réseaux sociaux pour pouvoir te suivre au quotidien. Et donc, du coup, que tu restes toujours un peu dans leur tête, quoi. Exactement. On est bien d'accord, hein? Exactement. N'oublions pas qu'on n'est qu'à 3 personnes d'une personne qu'on veut atteindre. Donc, plus on en rencontre, plus on ouvre notre carte de clientèle. Et du coup, est-ce que c'est ça, globalement, ta stratégie? Est-ce qu'il y a autre chose ou c'est ça? C'est principalement ça. Okay. Après, mes autres démarches sont plus anecdotiques, mais depuis 20 ans, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, super. Écoute, merci beaucoup pour cette deuxième partie. Et puis maintenant, on va passer à la troisième partie. Yes. Finissons ce podcast avec la troisième et dernière partie, l'impact de la vidéo. Donc maintenant, on est sur la dernière partie du podcast. Et c'est simple, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de la vidéo dans l'entrepreneuriat? Et tu peux vraiment avoir un avis sincère, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Je suis vraiment là pour pouvoir échanger sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que tu penses de la vidéo, justement, dans l'entrepreneuriat? Alors, la vidéo, j'ai vu une vraie évolution. Il y a 20 ans, c'était même pas imaginable. Et là, depuis plusieurs années, pour moi, c'est un support incontournable. J'ai une chaîne YouTube, je partage des vidéos sur mes réseaux. C'est la meilleure façon pour qu'on me reconnaisse, qu'on identifie et qu'on capte mon énergie. Ça donne du relief. Parce que au-delà des messages, d'envoyer mes liens, de me voir sur mon site ou autre, c'est plat. Moi, je vends de la communication. Je vends du smile power, je vends de la dynamique. Donc, c'est grâce à la vidéo qu'on voit vraiment ma vitrine, quoi. Donc, pour moi, c'est un support incontournable. Ok, et donc du coup, tu utilises déjà la vidéo? Oui. Ça fait combien de temps?
5 ans. 5 ans? Ok. Ouais. Et c'est quoi le genre de vidéo que tu fais? Alors, c'est des petites vidéos parce que je trouve que ça me prend beaucoup de temps. Donc, des petites vidéos d'1 minute. J'en ai quelques-unes peut-être qui font 2-3 minutes, mais je fais pas plus long. J'ai une vidéo où on a fait un montage où on voit des extraits. Là, par contre, c'est un vidéaste comme toi à l'époque des extraits de mes conférences. Ouais. J'ai une vidéo un peu plus longue qui parle de mon livre, mais sinon, ce sont des petits formats. Des capsules, ouais. Et que tu fais de manière récurrente. Oui, que je partage que je remets sur Facebook, sur YouTube régulièrement, quoi. Là, il y a un moment que je l'ai pas fait. Et c'était quoi le genre de vidéo que tu faisais? C'est quoi? Je parle je fais des petits tips sur comment garder la positivité, le smile power, ou des petits tips sur le langage corporel. Tu vois, c'est plus un partage de ce que je propose en formation. Conseils, astuces, voilà, okay. C'est ça. Ok, d'accord. Et petite question que j'aime bien poser, si demain tu avais budget illimité, c'est-à-dire on part dans l'imagination, tu n'as aucun problème d'argent, c'est-à-dire que tu es multimillionnaire et que tu peux investir dans la vidéo, tu ferais quoi? Alors, si je pouvais, je demanderais à ce qu'il y ait tout le temps quelqu'un avec moi quand je fais des formations pour pouvoir les partager et les propager au plus grand nombre. Et je ferais beaucoup plus de... je pense que je garderais ce format mini avec des tips et des conseils, mais plus souvent, plus récurrent. Ok. Ouais. Ok. Donc les petits tips, filmer tous tes événements à chaque fois. Et aussi des vidéocasts ou des podcasts vidéo, mais peut-être en duo. J'ai fait aussi il y a 2-3 ans des vidéos où j'interviewais des gens en visio. Et là, si j'avais un budget illimité, ce serait plus de podcasts avec des invités où on partagerait nos conseils, nos idées, comme on fait aujourd'hui, quoi. Donc ce serait avec des gens qui sont dans ton domaine, c'est ça, ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, justement, où ça compléterait comment eux, ils sont dans leur langage corporel, dans leur smile power, et de rajouter encore plus d'idées et de les mettre en commun, quoi. Ok. C'est un super format. De toute façon, en plus, le format podcast, c'est un format qui se développe de plus en plus, qui est de plus en plus de gens suivent ça parce qu'on a le format effectivement vidéo où on peut vraiment connecter avec la personne, ou la version audio où on peut écouter ça quand on est dans les transports en commun, le trajet. Donc il y a vraiment une vraie connexion qui peut se faire à travers ce format. Donc c'est un format que j'aime beaucoup, la preuve. Mais je trouve qu'on peut avoir vraiment une connexion profonde, apprendre à connaître les personnes. Et là, pour échanger sur des conseils, des tips, des astuces, c'est vraiment bien, ouais. Oui, et puis, alors il y a podcast et YouTube. Moi, quand je vois toute la quantité de documentaires, d'infos qu'on peut recueillir sur YouTube, moi, je trouve que c'est un champ immense. Et j'aime beaucoup ce format. Ah oui, clairement aujourd'hui tu as des choses que tu peux faire parce que tu peux aller te documenter. En fait, tu as YouTube, soit tu vas regarder des trucs humoristiques, un peu, on va dire, tu poses le cerveau, et en parallèle tu peux énormément apprendre dans plein de domaines, et t'es plus obligé de passer des heures et des heures dans des bouquins. Tu peux aller chercher un mot-clé précisément, être aidé sur un point précis, où tu peux voir visuellement comment ça marche. Ah non, c'est une vraie mine d'or. Ah oui, et ce serait dommage de passer à côté. Il y a encore ma génération qui a du mal à l'intégrer, mais quand on voit, je vais dire Squeezie par exemple, comme il a éclaté sur cette plateforme, on peut pas passer à côté. C'est pas une question de génération, c'est juste une question de dynamique et d'avoir envie de partager. Donc, et en plus, ce format 3D, moi j'adore. Ça vit, c'est vraiment vivant. Et puis c'est pas pour rien que le format vidéo aujourd'hui, c'est un des formats les plus utilisés pour communiquer. Ah oui. Oui, complètement. Alors, effectivement, ça apporte un certain coût, ou peut-être si on le fait nous de façon artisanale, c'est du temps, mais il y a des professionnels qui peuvent nous aider, à mieux faire nos vidéos ou à nous les monter. On peut pas dire que qu'on n'en est pas capable. Il y a tout ce qu'il faut. De toute façon, il y en a pour tous. Tu peux, si t'as pas les budgets, tu peux aller regarder des tutoriels sur YouTube et faire avec les moyens du bord. Donc tu peux passer à l'action. Tu peux en effet te prendre un vidéaste qui va te former à faire toi de manière beaucoup plus professionnelle. Ou en effet, tu peux te faire accompagner par un vidéaste pour
que lui fasse pour toi et que du coup ce soit beaucoup plus professionnel. Donc en fait, il y en a pour tout le monde en fait. Exactement. Tout le monde peut y trouver son compte, quoi. Et en fait, j'ai fait ces 3 étapes. La première, c'était des tutos. La deuxième, j'ai été formée par un vidéaste pour être un peu moins rude. Et aujourd'hui, j'aimerais passer à l'étape suivante, être aidée pour un vrai montage professionnel, quoi. Ouais, et puis surtout que c'est cette étape où là, tu passes dans une étape où tu gagnes du temps parce que c'est plus toi qui t'occupe en tout cas de la partie montage. Tu dis ce que tu veux, ce que t'aimes, et derrière toi, ce temps-là, bah, tu peux le passer à autre chose, tu vois. Exactement. Non, c'est super intéressant. Bah écoute, merci, je trouve que c'est une belle vision. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est toi, est-ce que tu pourrais partager des ressources, que ce soit podcast, audio, livre, vidéo YouTube, peu importe, qui se plutôt orienté sur comment trouver des clients. Est-ce que tu as une ressource? Alors, ça peut être large, hein, et c'est pas vraiment des techniques pour trouver des clients, mais ça peut être peut-être aussi philosophique, peu importe. Mais si toi, tu avais un truc à partager pour que les gens qui vont visionner ou écouter ce podcast puissent... voilà. Alors, un des livres les plus anciens que je vends, mais à travers mes discours, mes formations, Comment se faire des amis, ça c'est la base. Ah oui, pour moi c'est un incontournable de Dale Carnegie. Je sais pas si on dit Guy ou J, mais bon bref. Ouais, pour moi c'est un livre, alors la traduction française ne porte pas trop le livre parce que tu sais pas te faire des amis, mais en vrai quand tu lis le contenu du livre, c'est hyper pertinent, ça te montre que intéresse-toi réellement aux autres et ne sois pas centré sur toi-même. Même moi, il y a étant un amoureux des chiens, le passage où le mec qui promène son chien, il se fait arrêter par le gendarme et justement le fait de dire promptement tes torts directement, ou le sourire quand on te dit un chien il est toujours souriant, il est toujours avenant, et inspire-toi de ça. Enfin bref, c'est un livre que j'aime beaucoup, que je lis au moins une fois par an parce que je trouve que il y a 30 ou 31 concepts et je me dis que si on arrive à en mettre déjà quelques-uns en place, ça peut littéralement changer sa vie, changer sa manière de communiquer, et moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé à mieux communiquer, clairement. Ah oui, c'est un livre simple et pas simpliste, et tu vois, qui m'a beaucoup inspiré dans toute ma démarche de Smile Power, et même dans le livre que j'ai écrit, Comment un sourire peut changer le monde, on est dans cette même approche. Alors, soyons simples, mais pour oser y aller. Alors après, les autres ressources, c'est aussi de se faire aider et accompagner. Ouais. Il y a des coachs, il y a des formateurs pour ce genre d'accompagnement et de développement, de posture, de soft skills. Donc, ne pas hésiter aussi, comme pour le vidéaste, à se faire soutenir. Ok. Et du coup, je voulais vous dire un truc. Testez un truc. Quand vous êtes dans la rue, dans un événement de réseautage, juste souriez aux gens. Vous allez voir ce que ça peut littéralement faire. C'est incroyable. Ça change le monde. Ah ouais, littéralement. Le tien, celui de l'autre. Et donc faut tester, je trouve que c'est super intéressant. Et juste pour finir, est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Est-ce que tu peux nous partager tes réseaux sociaux, peut-être des événements où on peut te retrouver? Bref, dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors on peut me retrouver sur tous les réseaux, Delphine BC-de-Rinck. Voilà, sur tous les réseaux sociaux. Aussi, mon site internet dbdcoaching.fr. Et j'ai prévu un événement Smile Power, mais plutôt en fin d'année, soit sur la côte basque, soit à Marrakech, je ne sais pas encore. Voilà. Et puis, on peut me retrouver, si besoin de coaching, de formation ou de conférence, en m'appelant directement. Rien de mieux que le contact direct. Ok, super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton partage. C'était super intéressant. T'as la peps, t'as l'énergie, ça fait du bien. Je trouve que c'est chouette. Ouais, ça met de bonne humeur, quoi. Bon, vous allez voir la vidéo plus tard, mais là, on est vraiment tout début janvier. Et ouais, ça met une bonne énergie pour commencer cette année, quoi. C'est ça. Merci beaucoup à toi, Aurélien. C'était un super moment. Le soleil à l'extérieur et à l'intérieur. Chouette. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté ou visionné ce podcast jusqu'à la fin. Et je vous dis du coup à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors
faites-le moi savoir. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.